Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. C'est pour avoir manqué au principe majeur de solidarité que Delphine Batho a été évincée. Le reproche émane directement de François Hollande. Maintenant, le gouvernement va devoir rassurer les écologistes. Comment? Le sénateur vert Ronan Dantec, ici présent, nous le dira dans un instant. Pierre Gattaz, élu président du MEDEF, d'emblée, il demande 100 milliards d'allègements de charges et d'impôts sur les entreprises sur 5 ans. À quelques semaines de l'élection présidentielle au Mali, d'où les militaires français se retirent progressivement, Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher rendent compte d'une situation toujours troublée dans tout le Sahel. Tous deux sont nos invités, dont Gérard Larcher, déjà présent parmi nous. L'armée est passée tout à l'heure à l'action en Égypte dès la fin de son ultimatum adressé au président Morsi qui avait été prié, vous le savez hier, de se plier aux revendications du peuple selon la formule de l'état-major. Le président Morsi contesté est resté inflexible. Il n'a pas le droit ce soir de quitter le territoire. Le même sort est réservé à plusieurs membres des frères musulmans. L'instauration d'un gouvernement provisoire est bien sûr l'hypothèse la plus probable maintenant, mais déjà, dit-on, des chars se déploient là où se rassemblent des islamistes. Mon limogeage, Delphine Batho, fidèle à elle-même, n'a pas mâché ses mots ce matin lors de la passation de pouvoir au ministère de l'écologie. On l'écoute. Je souhaite à Philippe Martin bonne chance dans ses fonctions et bon travail. Et en ce qui concerne les circonstances de ce limogeage, et ses conséquences, je dirai tout dans une conférence de presse demain à 15 h. Voilà, et aujourd'hui, donc, François Hollande comme Jean-Marc Ayrault ont justifié leur décision après avoir tenté en vain hier de faire revenir la ministre sur ses critiques d'un mauvais budget. Paul Bouffard nous présente son successeur, Philippe Martin, ancien député PS du Gers, ancien préfet également de ce département, de celui des Landes et également. Est-ce qu'il a le profil pour rassurer les écologistes ? Inconnu du grand public, il ne l'est pas des militants écologistes. Au Parti socialiste, il est le principal activiste anti-OGM. Philippe Martin, 59 ans, le député du Gers n'hésite d'ailleurs pas à poser aux côtés de José Bové. L'homme est loin d'être un novice en matière d'écologie et Laurence Rossignol le confirme. Ils sont tous deux membres fondateurs de la gauche durable au PS. Il a une porosité, une sensibilité aux questions écologiques qui font qu'il est, dans ce ministère, il n'est pas incongru, quoi. Au début des années 80, on l'aperçoit au poste d'attaché parlementaire à l'Assemblée nationale. Il passera par les cabinets ministériels de la Défense et du Logement. Beaucoup parlent de lui comme un homme de consensus, mais pourtant, il serait fin négociateur. Il vit au milieu des gens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas un apesanteur. Il chante, il a beaucoup d'entre-gens et Philippe est un bout en train extraordinaire. Mais quand il est au boulot, c'est pas la même chose, hein. Quand il est au boulot, c'est le boulot, et là, il est très très sérieux. Du sérieux, il lui en faudra, car 2 démissions plus tard, il se retrouve au poste de ministre de l'écologie, un siège éjectable. Alors, petit conseil de Laurence Rossignol. Philippe Martin pourrait faire une séance de formation pour tous ses collègues ministres. L'année dernière, Najat a fait ce qu'il fallait pour que les ministres deviennent tous féministes. Ce serait bien qu'ils deviennent tous écolos. OGM, gaz de schiste, malbouffe, des combats qui le rapprochent des partenaires verts. En décembre dernier, il avait d'ailleurs été chargé d'harmoniser les relations entre majorité et alliés de gauche. Les écologistes restent donc pour l'instant au gouvernement avec Cécile Duflot et Pascal Canfin. Ce dernier, ce matin, s'est fait menaçant. Il attend des gestes concrets en faveur de la transition énergétique. Marie Brémaud. Il y a comme un parfum d'exaspération dans l'air. Après le limogeage de Delphine Batho, les écologistes exigent des actes forts du gouvernement. Il y a le débat sur la transition énergétique qui doit se conclure par la loi, sur la transition énergétique au niveau français et bien sûr la fermeture officielle pour le coup de Fessenheim et quel chemin nous prendrons dans les années à venir pour arriver à l'objectif présidentiel de réduction de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité en France. Donc voilà, ça ce sont des faits simples. Quitter ou non le gouvernement, le budget 2014 sera le moment de vérité. Il sera vert ou pas. Pour le rapporteur au budget pourtant favorable à une taxe diesel plus importante et une nouvelle taxe carbone, l'équation est plus compliquée. C'est plus difficile d'intégrer ces exigences aujourd'hui
que pour certains pays qui, depuis déjà 15 ou 20 ans, ont fait des efforts assez importants. Donc c'est un peu ça le souci, parce que le président de la République a indiqué qu'il ne fallait pas alourdir la fiscalité des Français. Les revendications des écolos ne pourront pas toutes être contentées. Les relations risquent donc d'encore un peu plus se tendre avec les socialistes. François Rebsamen, réaliste mais optimiste. Je ne vous dirais pas c'est un ciel bleu, mais des nuages. Le combat est l'union est un combat, donc voilà, on se bat pour avancer ensemble. C'est pas toujours simple. Une majorité unie nécessaire. Tout le monde a en tête les échéances électorales, notamment les municipales en mars 2014. Et avec nous donc sur ce plateau, Ronan Dantec, sénateur Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également donc ce soir, je vous les ai annoncés, Gérard Larcher, sénateur UMP, et puis Jean-Pierre Chevènement, sénateur RDSE. Vous êtes tous les deux là pour nous parler du Sahel et du Mali, puisque vous avez aujourd'hui même présenté votre rapport en soulignant que les périls sont encore devant nous dans cette région du monde. Alors, Ronan Dantec, on a entendu que vous attendez des signes concrets du gouvernement pour prolonger en quelque sorte votre participation au gouvernement. Lesquels ? On n'est plus au temps des signes, on est au temps des grands arbitrages. Delphine Batho, et je regrette effectivement ce limogeage à ce moment précis, alors qu'on arrivait à la fin du débat sur la transition énergétique. Elle avait plutôt bien mené ce débat, puisque sans esbrouf, elle avait réussi finalement à marginaliser les tenants du lobby du tout nucléaire, et c'est pas rien en France, pour réussir finalement à crédibiliser les grands objectifs défendus par le président de la République, notamment la réduction de la part du nucléaire à 50% en 2025. Donc le débat a avancé, et effectivement, il faut maintenant que Philippe Martin le reprenne. Alors le gouvernement est très rassurant. C'est ces grands arbitrages qui sont là pour les prochaines semaines, c'est-à-dire la transition énergétique, la fiscalité écologique pour nourrir, et c'est une question de plusieurs milliards, effectivement cette mutation dont ce pays a besoin, y compris pour créer de nouveaux emplois. Donc je crois qu'on est au moment de vérité. Alors c'est pas à 48 heures, mais ce moment de vérité, c'est entre maintenant et le vote de la loi de finances à la fin de l'année. Le gouvernement se veut rassurant. En tous les cas, on nous dit que la transition énergétique est bien sûr toujours au programme. Ce n'est pas l'écologie qui a été sanctionnée, mais c'est un manquement de la ministre à la solidarité élémentaire. Oui, alors moi, je n'ai pas à commenter la décision de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault à ce niveau-là. Je note quand même que nous avons perdu 2 ministres de l'Environnement en 1 an, donc c'est quand même un siège éjectable particulièrement sensible. C'est le siège éjectable. Nicole Bricq. Voilà, et que donc ça pose question, y compris par rapport à la durabilité des politiques publiques engagées sur l'écologie. Donc c'est évidemment inquiétant. Et puis Batho se fait limoger le soir où elle dit « mon budget ne va pas ». Et c'est vrai que son budget ne va pas. C'est-à-dire que même s'il y a un effort à répartir sur l'ensemble des ministères, les 500 millions qui manquent, c'est tout l'aspect régalien de ce ministère de l'écologie, notamment sur les polices environnementales, qui était menacé. Donc il va falloir là aussi que le gouvernement dise comment il permet au ministère de l'écologie de continuer à avoir ses fonctions régaliennes, parce que si on adopte des lois sur l'environnement, mais qu'elles ne sont pas appliquées parce qu'on ne sait pas les faire respecter, c'est comme si on ne faisait rien. Bon. Est-ce que vous-même, vous pensez pouvoir rester longtemps encore au gouvernement ? On a l'impression que Jean-Vincent Placé, par exemple, prépare les esprits à un départ. Non, moi je suis extrêmement combatif aujourd'hui. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui est dit, nous n'avons pas avalé pour l'instant de grandes couleuvres, puisque les grands choix n'ont pas été faits. C'est le grand choix de la transition énergétique de cet été, c'est le grand choix de la fiscalité écologique dans la loi de finances qui sera discutée à l'automne. Donc je suis combatif, je pense aussi que François Hollande a toujours confirmé ses grands choix, Bernard Cazeneuve le dit aujourd'hui concernant la fiscalité écologique, donc je suis toujours au combat et j'espère gagner les arbitrages. Alors, on vous a beaucoup cité, Jean-Pierre Chevènement, ces dernières heures. Hein, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. La formule reste intangible. Elle s'est appliquée là. Est-ce que vous avez envie de saluer le geste d'autorité de François Hollande? Non, vous savez, cette formule à 30 ans, je l'ai déjà, intangible. Je l'ai déjà commenté à plusieurs reprises. Je dis simplement que quand une affaire engage l'intérêt public sur des sujets essentiels, un ministre doit être en conformité avec ce qu'il pense. Voilà. Et est-ce que c'est sur un sujet essentiel que tout ça s'est déroulé? Je laisse là à l'appréciation des auditeurs.
Gérard Larcher, vous avez une appréciation à porter sur le bilan écologique du gouvernement et sur la façon dont les choses se sont passées ces dernières heures? Je dirais que c'est pas un bilan, c'est une prospective, puisqu'on attend les grands choix. Et donc, il n'y a pas de bilan encore, me semble-t-il. Simplement, je pense que la décision du président de la République et du Premier ministre est dans l'esprit des institutions de la Ve République, et qu'un ministre, j'allais dire, à partir du moment où il est en désaccord, il en tire les conclusions. J'ai moi-même été ministre. Une fois, je me suis posé la question. Ah oui? C'était un contrat première embauche. Ça figure dans des ouvrages. Et puis j'ai arbitré. Et je suis resté au gouvernement. Voilà. Très bien, en défendant la mesure. Donc il faut y aller. Parce que je n'avais pas repris la formule de Jean-Pierre Chevènement, mais j'en avais tiré les mêmes conclusions, attaché que je suis au principe de la Ve République. Ronan Dantec, à Nantes, où vous avez travaillé auprès de Jean-Marc Ayrault, à la mairie. Bien sûr. Vous êtes un proche, on peut le dire, de lui? On a travaillé en confiance, ce qui nous a permis de faire ensemble de Nantes la capitale verte de l'Europe cette année. Eh bien, les municipales l'an prochain vont marquer une rupture, puisque depuis 15 ans, donc, pour la première fois depuis 15 ans, 19 ans même, il y aura des listes séparées au premier tour, avec une liste autonome Europe Écologie Les Verts. Est-ce que c'est une mauvaise manière pour cause de projet d'aéroport? Alors, l'aéroport joue, mais je crois que c'est surtout aujourd'hui une décision nationale d'Europe Écologie Les Verts de présenter des listes dans toutes les grandes villes. Et le contexte politique, y compris avec l'inquiétude qui naît de la démission ou du limogeage de Delphine Batho, renforce cette nécessité de porter un projet écologiste autonome. Vous avez entendu, il a dit lui-même, François Hollande, dans une interview à Ouest France, justement, il faut faire l'union le plus possible dès le premier tour, c'est trop risqué. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, ce sont les grands arbitrages des politiques publiques. Si ces grands arbitrages ont lieu, il y a une dynamique derrière. Mais je voudrais dire sur Nantes que donc les écologistes à Nantes s'inscrivent dans la dynamique nationale d'Europe Écologie Les Verts, mais que pour autant, nous continuons à travailler ensemble aussi avec le Parti Socialiste à Nantes, et que ça n'est pas contre le Parti Socialiste nantais que se fait cette autonomie. C'est lui qui va en subir les conséquences. À un moment ou à un autre, on va se retrouver de toute manière. On n'a pas annoncé un maintien d'une liste au second tour, et je pense que la lettre de Frédéric Huvillier, pour finir là-dessus, lettre très importante qui a été rendue publique hier. Je précise, une lettre du ministre des Transports au préfet qui semble lui demander de temporiser un peu certains travaux. Qui est extrêmement précis dans l'application des préconisations des commissions du dialogue, va dans le sens d'un apaisement sur ce dossier. Donc on voit quand même que, comme je le disais, les choses restent ouvertes aujourd'hui. Et je pense que nationalement, tout va se jouer maintenant dans les prochaines semaines. Là-dessus, je pense par contre que la parole d'Europe Écologie Les Verts est ferme et collective. C'est maintenant. Merci Ronan Dantec. Le Sénat refuse, pour défaut de motivation, de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Des juges d'Evry souhaitaient en effet l'entendre en garde à vue dans une affaire de tentative d'homicide qui pourrait être liée à des soupçons d'achat de voix aux élections dans son fief de Corbeil-Essonnes. Le parquet avait exprimé un avis négatif sur cette requête des juges. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature examinée au Sénat, un premier vote est nécessaire avant l'épreuve du Congrès où les 3/5 des voix sont requises. Tout l'enjeu consiste à séduire les centristes qui s'étaient montrés plus que réticents ces dernières semaines malgré certaines avancées en matière d'indépendance de cette institution clé. Nathalie Guillouard. La garde des Sceaux aura pourtant tout tenté. L'opération séduction à l'égard du groupe centriste, entamée il y a plusieurs semaines, a fait long feu. Le groupe UDI reste loin d'être convaincu par la réforme. Il y a eu des tentatives de séduction, c'est vrai, mais nous sommes restés fermes sur nos convictions, à savoir que cette réforme constitutionnelle nous paraît inopportune, inutile, et nous pensons qu'il y a beaucoup mieux à faire aujourd'hui. Au sein de la majorité, les radicaux sont quelque peu vexés du manque d'intérêt de Christiane Taubira à leur rencontre et hésitent toujours entre l'abstention et un vote contre. Le texte nous a été présenté tel qu'il est, sans qu'il y ait aucune discussion en amont. À l'UMP, pas de surprise, considérant la réforme constitutionnelle de 2008 suffisante, le rejet du texte est attendu. Changer un membre et puis l'avis conforme du parquet, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une grande révision constitutionnelle pour la justice. Enfin franchement, c'est un peu ridicule. On ne va pas aller à Versailles pour ça, ça ne mérite pas. Car au-delà du vote de la réforme, c'est bien la tenue du congrès de Versailles qui se joue dans les couloirs du Sénat. Faute d'un large consensus, le gouvernement devra renoncer et abandonner cette promesse de campagne. Pierre Gattaz succède à Laurence Parisot et à son père qui dirigeait l'organisation patronale, le CNPF, il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Aussitôt élu à la tête du MEDEF, l'industriel a placé haut la barre des revendications en réclamant 100 milliards de réduction de charges et d'impôts pour les entreprises. Simon Barbarie.
Un MEDEF de combat, c'est par ce slogan que Pierre Gattaz entend apporter sa marque au sein de l'organisation patronale. Ce matin, lors de son discours, le nouveau patron des patrons l'affirme, le MEDEF sera un acteur majeur des réformes à venir. Cette décision collective démontre que le monde de l'entreprise en France est une force nationale, une force unie, une force rassemblée avec l'État, avec laquelle l'État doit compter, et une force sur laquelle la France peut compter. Et tout juste élu, Pierre Gattaz fait ses premiers comptes. Il demande au gouvernement une économie de 100 milliards d'euros pour les entreprises, répartie entre baisse des cotisations sociales et baisse d'impôts. À 53 ans, le PDG de l'entreprise Radial suit les traces de son père, Yvon Gattaz, lui-même président dans les années 80 du Conseil national du patronat français, l'ancêtre du MEDEF. De l'héritage paternel, son fils Pierre a gardé une certaine hostilité à l'égard du pouvoir socialiste, parfois provocateur lorsqu'il suggère aux entreprises de renoncer aux aides de l'État. Durant sa campagne, il se montre très offensif contre les 35 heures ou encore la dépense publique. Des positions fermes qui laissent planer le doute sur sa capacité à dialoguer, un exercice auquel il s'essaiera dès demain à Matignon avec un dossier sensible. Jean-Marc Ayrault entendra patronat et syndicats pour connaître leur position sur la réforme des retraites. Gérard Larcher, est-ce que selon vous, avec Pierre Gattaz, on a affaire à un nouveau patronat de combat? Je pense qu'il faut regarder Pierre Gattaz, mais aussi l'équipe qui l'entoure. Patrick Bernasconi, qui est l'homme du dialogue social et de l'accord national interprofessionnel, Geoffroy Roch de Bézieux, Jean-François Pillard. Je pense que le MEDEF a plutôt réussi à former une équipe avec des sensibilités diverses et en tous les cas des vrais tenants du dialogue social. Oui. Il sera reçu dès demain à Matignon pour parler retraite. Bien sûr, il ne sera pas suivi sur le relèvement de l'âge légal de départ. Vous-même, vous préconisez un âge... On a l'occasion de s'exprimer. Oui. Et moi-même, je me suis exprimé en pensant qu'il ne suffit pas d'augmenter la durée de cotisation. Il faut se préoccuper d'équité, il faut se préoccuper de petites retraites. Et la question du report de l'âge légal est posée parce que sinon, j'allais dire, nous n'obtiendrons pas, des retraites décentes. Je n'ai nulle envie que les retraités français ressemblent à certains retraités américains qui sont obligés à plus de 75 ans de continuer à travailler. Il y a donc un vrai sujet dont il faut débattre sur le fond et en vérité. Voilà pourquoi la question de l'âge légal est posée à mon avis. Alors avant d'évoquer votre rapport avec Jean-Pierre Chevènement donc sur la situation au Sahel, j'ai quand même une question à vous poser, messieurs, qui est inspirée par la lettre de Jean Arthuis adressée au président du Sénat, Jean-Pierre Bel, un courrier qui a été révélé aujourd'hui. Pas de majorité, beaucoup de textes rejetés et votre collègue centriste juge que le Sénat est à la peine pour démontrer son utilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Gérard Larcher, par exemple? C'est toujours difficile de s'exprimer sur son successeur. Quand on a été président du Sénat, je me suis déjà exprimé. Ce que je souhaite vraiment, parce que je crois au Sénat. Je crois au Sénat comme une institution de la Ve République qui apporte, au-delà des clivages, un certain nombre de réflexions, de propositions et qui ose. Et Jean-Pierre Chevènement et moi-même, il me semble que nous le démontrons dans le travail en commun. Nous sommes différents, avec des histoires différentes. Mais la force du Sénat, c'est parfois de bousculer les clivages. Le Sénat n'est pas un clone de l'Assemblée nationale. D'accord. Je retrouve un petit peu les propos de votre collègue Jean Arthuis là, dans votre réponse, Ronan Dantec. Moi, je suis un jeune sénateur. Je constate qu'un certain nombre des amendements que je défends passent, se retrouvent dans la loi. Donc, je n'ai pas du tout ce sentiment d'inutilité. Mais il me semblait que quand le gouvernement était à gauche et le Sénat à droite, il devait rejeter encore plus de textes qu'aujourd'hui. Avait-il ce même sentiment d'inutilité? Je me pose la question. Non, je trouve que c'est un propos un peu politicien. C'est les commissions mixtes paritaires, par exemple, sur lesquelles aujourd'hui le Sénat pèse peu, alors qu'il a pesé plus jadis. Oui, encore on a passé. Moi j'ai l'expérience de la dernière à laquelle j'ai participé. On a quand même passé un certain nombre de choses et on était plutôt en bonne entente. Je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Jean-Pierre Chevènement, vous avez le sentiment que le Sénat est à la peine pour démontrer son utilité? Je cite encore Jean. Non, je ne pense pas que cette observation soit justifiée. Bon, il y a des votes pour, il y a des votes contre. En même temps, ça permet au Sénat de peser. Et de toute façon, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, vous le savez. Il n'empêche que 40% des amendements qui sont apportés au projet de loi viennent du Sénat. Et moi, je sais par expérience, comme ancien ministre de l'Intérieur, que le Sénat est capable d'améliorer les textes, de les affiner. Je prendrai un texte comme la loi sur l'intercommunalité, qui doit beaucoup au Sénat et au travail qu'à l'époque avaient fait M. Mercier et M. Hoffel. Alors le Sahel,
maintenant. Vous avez donc présenté aujourd'hui les conclusions de votre analyse détaillée de la situation dans une région d'Afrique où le Mali n'est pas notre seul souci. Faustine Saint-Geniès. C'est une région qui concentre l'attention de la France et pour cause, toute instabilité y menacerait la sécurité du monde. Le Sahel. Espace charnière entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, c'est un carrefour essentiel qui connaît une forte croissance démographique. Des territoires immenses, des frontières poreuses, la présence d'extrémistes religieux, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, autant de facteurs propices aux activités criminelles, au trafic et aux enlèvements. Désordre politique, conflits ethniques et difficultés économiques compliquent encore davantage la capacité des pays à coordonner leur lutte contre les groupes terroristes. Dans cette région, la France compte plusieurs alliés comme l'Algérie, partenaire clé, prête à lutter contre le terrorisme, ou encore le Maroc et la Mauritanie. D'autres États instables, comme la Libye ou le Niger, servent eux de plaque tournante au réseau terroriste. Alors, Jean-Pierre Chevènement, Gérard Larcher, on parle moins du Mali depuis quelque temps. Il a complètement disparu de l'actualité. Est-ce qu'on oublie un peu vite les risques persistants? Mais je pense qu'on parle moins du Mali parce que l'opération qui a été menée à l'initiative du président de la République pour faire face à une déstabilisation majeure, est-ce qu'elle allait se constituer un sanctuaire terroriste au cœur de l'Afrique? Cette opération est un succès. Alors c'est un succès de la réactivité du président, il faut le dire. Deuxièmement, de nos militaires qui ont administré une leçon de professionnalisme, de dévouement, de courage, et non à rendre hommage à leur sacrifice, à leur esprit de dévouement. Nous pensons aussi à ceux qui ont été blessés. Puis troisièmement, c'est un succès diplomatique. On ne le dit pas assez, mais la France a montré une formidable capacité à la fois à l'ONU, au sein de l'Union européenne, vis-à-vis de l'Union africaine, des organisations régionales comme la CEDEAO. La France a tenu un ensemble de fils et je pense qu'elle l'a fait dans des conditions remarquables puisque la MISMA, qui était une opération régionale diligentée par la CEDEAO, organisation régionale de l'Union africaine, est devenue la MINUSMA, c'est-à-dire une opération de l'ONU avec 12 000 casques bleus. Et depuis le 1er juillet, c'est-à-dire depuis lundi, un transfert d'autorité a été passé de la force française Serval à la MINUSMA. Ouais. Alors Gérard Larcher, vous soulignez, au-delà de ce satisfecit, partager quand même les nombreux défis qu'il faut relever, qui sont là dans les semaines qui viennent. D'abord, il faut maintenant, après cette phase de stabilisation, stabiliser le Mali, et c'est la phase politique, avec l'élection présidentielle, qui nous semblait, dans notre rapport d'étape, totalement essentielle, et la voir se dérouler au 28 juillet, c'est pour nous la réponse à ce qui nous apparaissait indispensable. Car un président légitime du Mali va pouvoir engager le dialogue nord-sud qui, depuis 5 décennies, j'allais dire, a connu 5 rébellions. Et donc, c'est cette addition-là qu'il faut régler, et c'est donc le dialogue politique. En même temps, et c'est ce que Jean-Pierre Chevènement et moi-même soulignons dans le rapport, on n'en a pas fini avec la question du Sahel, la question du sous-développement, la question de la démographie au Sahel. C'est un sujet essentiel. Pensez que le Niger, en 2050, aura 50 millions d'habitants. Et que si nous ne stabilisons pas politiquement, si les forces africaines ne prennent pas en main leur destin, si nous n'accompagnons pas le développement, nous aurons d'autres phénomènes de déstabilisation, d'autant qu'il faut le dire, nous le montrons. J'allais dire, l'islam de tradition malékite, de confrérie soufiste, est un islam apaisé. Malheureusement, depuis 2 ou 3 décennies, certaines forces, j'allais dire, sont venues pour détourner les valeurs d'un islam que nous respectons, pour aller vers d'autres aspects qui conduisent, et nous avons fait très attention aux mots, parce que le mot djihad, attention, c'est aussi l'élévation spirituelle, mais des formes de terrorisme qui, eux, sont inacceptables. Alors vous rappelez, c'est un point important. L'un et l'autre, l'importance bien sûr de la légitimité des pouvoirs politiques en place dans ces pays-là, l'importance du développement. Il ne faut pas oublier qu'on défend aussi nos intérêts. Alors,
voyons les choses. On peut le dire. Non, mais vous le dites d'ailleurs. Vous évoquez nos intérêts. Bien entendu, nos intérêts, mais qui sont d'abord les intérêts des populations concernées, des intérêts de sécurité, des intérêts de développement, des intérêts de vie digne. Et ce sont d'abord les intérêts de ces peuples. Ce sont aussi les intérêts de sécurité de la France, de l'Europe, ne l'oublions pas. Car tous les pays... un mot sur les otages. Alors, ne n'oublions pas les otages, mais les forces françaises ont visité tout le Mali, ont découvert de très nombreuses caches sur indication des populations, et encore très récemment, plusieurs tonnes d'explosifs. Ben oui, c'est un signe, parce que ça veut dire que les groupes terroristes sont coupés de la population, et c'est le plus grand succès de l'opération Serval, c'est que l'opinion du Mali, aussi bien dans le nord, je dirais à Kidal, dans l'Adrar des Ifora, que dans la boucle du Niger, cette opinion n'est pas favorable aux terroristes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien entre la question du sous-développement, de la misère, de la démographie, comme l'a dit à juste titre Gérard Larcher, car le Mali aussi va avoir 50 millions d'habitants. Et si le développement n'apporte pas une réponse au problème qui est posé, naturellement, c'est un terreau pour le développement de l'islamisme radical, hein, je choisis bien mes mots, qui n'est pas l'islam. Alors vous dites tout cela, vous nous rappelez que la France doit rester toujours prête à agir en quelque sorte. Est-ce qu'on le pourra à l'avenir avec la réduction des crédits militaires? Vous êtes inquiet? Dans notre rapport, nous insistons sur l'importance de forces prépositionnées en Afrique. Nous insistons aussi sur la demande des Africains à voir émerger des forces africaines d'intervention que nous devons contribuer à former, car nous n'avons pas vocation, j'allais dire, à être les intervenants permanents en Afrique. Et tout cela, c'est une responsabilité. D'ailleurs, le président du Sénégal l'a réaffirmé il y a peu. C'est la responsabilité, mais nous avons besoin, loi de programmation militaire, de moyens prépositionnés en Afrique qu'il faut sans doute réimaginer. Nous avons parlé de ports en eau profonde comme Abidjan, le rôle de Dakar, le rôle de Libreville. Et nous insistons, et la Commission, cet après-midi, à l'unanimité, a partagé notre attention. Alors, Ronan Dantec, vous écoutez cela avec beaucoup de passion. Il y a un point très important, c'est la coopération structurelle. Absolument. C'est-à-dire la formation des militaires africains. Une question de militaires. Hein, et par conséquent, nous ne devons pas non plus désinvestir ce qu'on appelle la coopération militaire structurelle. C'est-à-dire les experts militaires qui sont auprès des armées, des États de la région. Bien sûr, mais justement, et j'ajoute, si vous le permettez, j'ajoute un point essentiel, c'est qu'il y a un rapport entre ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, au Machrek, dans le Golfe, et qu'il faut saisir les interrelations entre ces différents théâtres et le rôle de plaque tournante de la Libye et le risque que comporte aujourd'hui la Libye avec tous ces volontaires qui vont combattre en Syrie, venant de Libye, de Tunisie ou d'ailleurs, et qui se comptent par milliers. Vous êtes très attentif à ce qui se dit. Vous n'êtes peut-être pas sensible à la coopération structurelle militaire, mais... On a un enjeu énorme de crédit de développement. Aujourd'hui, Pascal Canfin intervient au Mali sur les questions, par exemple, des stations d'assainissement. Il y avait un gros problème d'eau potable, de choléra. Aujourd'hui, on a remis en œuvre un certain nombre de stations. Et c'est le changement climatique. La zone de déstabilisation du Sahel, c'est le changement climatique. Et ça ne sera pas par des crédits militaires qu'on réglera le changement climatique. Très bien, merci messieurs. Un mot Gérard Larcher. Un mot Gérard Larcher sur... Vous êtes inquiet pour l'Égypte où l'armée semble reprendre le pouvoir? Je suis inquiet aussi, avec Jean-Pierre Chevènement, nous soulignons sur la situation de la Libye, qui bientôt n'aura plus d'institution. La loi du 5 mai est une catastrophe. Ce qui se passe en Égypte doit nous éclairer. Attention au printemps qui rentre dans un hiver long. Merci. C'est aussi un sujet. C'est la fin de ce journal à 22h. Sonia Mabrouk, bonsoir à tous. La guerre des 6 jours est un tournant majeur dans l'histoire du Moyen-Orient. En mai 1967, Nasser apprend par les soviétiques qu'Israël s'apprête à attaquer la Syrie.
Ayant conclu un pacte avec Damas, il va tenter de dissuader ses voisins israéliens par des mouvements de troupes. L'opinion publique s'en mêle et c'est l'engrenage. Le conflit n'aura duré que 6 jours, mais la guerre n'a jamais vraiment fini. 1967, 6 jours en juin, samedi à 22 h sur Public Sénat.